Voilà, nous abordons à présent la deuxième partie de cette émission. Notre invité Kader Diarrassouba est conférencier et consultant en entreprise. Bonjour Monsieur Diarrassouba. Soyez le bienvenu sur le plateau de Midi chez nous. Sur ce plateau, j'avoue que j'avais une petite appréhension. Je m'inquiétais, je me disais, la RTI c'est comment, mais là je suis très séduit par les studios. Aimez, hein. Le cadre et La puis lumière. votre présence, j'avoue que votre présence me rassure, Oh là là, m'assure c'est davantage. flatteur. Hein. Non, c'est pas flatteur, c'est la réalité. Merci beaucoup. Alors, le thème retenu aujourd'hui, les associations diasporiques et l'investissement en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais savoir quel est l'intérêt de parler d'un tel sujet. Naturellement, Caroline, nous sommes dans la période des vacances et aujourd'hui on constate que nos chers Benguis entre guillemets pullulent dans les rues d'Abidjan partout et il serait très intéressant de parler d'eux, de leurs différentes activités qu'ils mènent ici et en Europe, outre-mer, pour essayer de leur donner éventuellement des conseils par rapport aux différents investissements qu'ils pourraient faire sur le terrain en Côte d'Ivoire quand ils reviennent au pays et aussi essayer de leur donner quelques petites astuces parce que les différents cadres légaux qui pourraient leur faciliter les investissements en Côte d'Ivoire ne sont pas très facile. Bon, nous avons quelques petits couloirs que nous utilisons dérobés pour les y aider. Avant donc d'aborder ces petits couloirs, il faut dire que ces frères, voilà, donc ces Ivoiriens, sinon ces Africains de la diaspora, là où ils vont, c'est pas toujours l'Eldorado, hein. C'est pas toujours le paradis, c'est pas toujours ce dont on a rêvé avant de partir. Ils sont confrontés aussi à des difficultés. Naturellement, quand nous regardons les telenovelas partout sur toutes les chaînes, hein, on constate qu'on nous vend le rêve, le pays est beau et tout ça, mais il y a l'envers du décor. Quand on arrive, généralement, nos frères sont confrontés à un problème de papier. Ils sont sans papier, c'est difficile. Ils triment, ils cravachent, ils crapahutent partout dans les rues sans trouver solution. Ils sont obligés de travailler dans le noir. Pour certains qui arrivent à s'en sortir encore, quand ils arrivent au pays, bon, ils sont confrontés à des phénomènes que nous connaissons sur le terrain, tels que l'escroquerie. Il y a un manque, une crise de confiance généralisée qui est créée sur le terrain. Je souhaiterais savoir, est-ce que l'exode des cerveaux, les raisons qui ont par exemple poussé les Africains à aller se chercher entre griffes, à aller vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord, est-ce que ces raisons sont les mêmes aujourd'hui d'il y a par exemple 50 ans, 30 ans, 40 ans? C'est les mêmes raisons qui les poussent bien avant, Caroline, ça a évolué avec le temps? Vous avez dit Amérique du Nord, j'aimerais signifier quelque chose aujourd'hui. Avant, il y a 20 ans, c'est vrai que les Ivoiriens voyageaient, mais on connaît une vitesse exponentielle aujourd'hui dans le voyage des Ivoiriens qui vont. On trouve des Ivoiriens en Indonésie, partout dans le monde aujourd'hui. Les raisons avant, c'est vrai que on sortait plutôt pour juste aller visiter. C'était comme ça, l'Ivoirien sortait pour aller visiter. Les conditions n'étaient pas vraiment difficiles au pays. Mais aujourd'hui, on a le chômage qui croît à un rythme exponentiel, tandis que les solutions que nous trouvons ne croissent qu'à un rythme géométrique, c'est-à-dire doublement moins. C'est difficile. Donc les gens sont là, il n'y a pas de travail, ils sont là, ils gèrent des cabines. Un peu, nos grands frères qui ont un peu d'argent nous donnent 1 million, 2 millions, 3 millions. Souvent on se fait escroquer, mais on reprend encore une fois et on y arrive à partir. Mais ça veut dire que ça ne va pas, il n'y a pas de travail, raison pour laquelle les gens vont à outre-mer pour aller se chercher. Je prends votre expression. Et même quand ils sont là-bas, je veux dire, des fois, ils partent avec des diplômes, ils partent très bien formés, mais malheureusement... Vous faites bien de le dire. La jeunesse ivoirienne est très bien formée et il faudrait commencer à faire confiance à la jeunesse ivoirienne. La diaspora, les chiffres... La jeunesse ivoirienne est très bien formée. Je le confirme. Hein. Vous le confirmez. On va dans les conférences. C'est vrai que le dernier taux d'alphabétisation qui nous a été donné par l'UNESCO estime qu'il y a 51% d'habitants de la Côte d'Ivoire qui sont analphabètes. Bon, ça ne veut pas dire forcément que c'est 51% d'Ivoiriens qui sont analphabètes. Il ne faudrait pas qu'il y ait nuance. La jeunesse ivoirienne est très bien formée. Nous allons à des conférences, à des séminaires, nous croisons des jeunes qui sont très ouverts d'esprit, qui sont very open-minded, comme on le dit, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'argent pour financer les différents projets qu'ils ont. Vous voyez, donc ces personnes-là sont obligées de s'exporter pour aller dans d'autres pays pour essayer de vendre le rêve. On trouve beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui. Vous pensez aujourd'hui, je veux dire, avec toutes les communications qui sont faites, qui demandent aux jeunes de plus en plus de déposer leur dossier pour être financés, c'est pas suffisant? Ou vous êtes en train de nous dire que c'est un leurre? Je ne dis pas que c'est un leurre, je n'oserais pas. Il y a une réalité sur le terrain. C'est vrai qu'il y a eu l'appel du président de la République qui a demandé à
tous les gens de la diaspora de rentrer au pays parce qu'il y a des opportunités qui sont ouvertes. Mais quand elles arrivent sur le terrain, ces personnes-là sont confrontées à des difficultés que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a les marchés, difficultés de quel ordre? Il y a les marchés qui sont difficilement accessibles. Ils ne sont pas orientés. Parce qu'il y a un cas que je vous donne par exemple. Nous avons 48 représentations diplomatiques à travers le monde. Vous avez les ambassades gèrent les relations bilatérales entre les États, tandis que les consulats gèrent les problèmes d'ordre administratif entre les personnes, les Ivoiriens de l'extérieur par exemple. Il n'y a pas de cadre formel, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de responsable à qui ils peuvent s'adresser pour avoir des réponses à leurs problèmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à créer un secrétariat d'État, par exemple pour la diaspora, pour mieux orienter les gens de la diaspora? Vous savez, il y a une centaine... Je veux dire, est-ce qu'eux-mêmes, ils montrent leur motivation? Naturellement. Je veux dire, certainement, s'il y avait des doléances récurrentes, c'est sûr que l'État aurait organisé une plateforme où on aurait des personnes ressources dont vous êtes en train de parler. Il y a des doléances chaque semaine. Je peux vous le confirmer, parce que quand nous étions dans la préparation de cette émission, on a eu l'occasion de croiser certaines personnes qui nous ont exposé leurs problèmes. Il y a des cérémonies, des journées de la diaspora qui sont organisées à foison à travers le pays, dans toutes les villes. Mais là... Et comment est-ce que les communications sont faites pour que tout le monde soit au même niveau d'information? Je suis à RTI, j'avoue qu'il y a des communications qui passent sur la RTI, ça je vous le confirme. Il y a des communications qui passent, on informe les gens sur la situation de la diaspora. Vous savez, il y a plus d'une centaine d'associations diasporiques. Plus d'une centaine. Vous imaginez, plus d'une centaine, on en crée chaque jour. Mais justement... Est-ce qu'elles sont bien organisées? Est-ce qu'elles sont bien structurées? Elles sont bien structurées. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une centaine, il ne suffit pas d'avoir un nombre pléthorique d'associations. Mais comment est-ce que ces associations sont structurées? Comment est-ce qu'elles sont organisées? Je puis vous rassurer que c'est un effet de causalité. Si nous constatons aujourd'hui qu'il y a plus d'une centaine d'organisations diasporiques qui sont créées ça et là à travers le monde, c'est parce qu'elles n'ont pas de personnes à qui s'adresser. Voilà pourquoi on les crée. Je vous confirme également, au risque d'être les avocats des gens de la diaspora, que... Mais ce serait pas mauvais, hein, ce serait pas mauvais. Nous sommes de leur côté, mais nous voulons en savoir davantage. Non, moi je suis spin doctor, je suis consultant de votre émission. On a choisi le sujet ensemble pour en débattre. C'est vrai, mais il y a beaucoup de difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils sont bien organisés, ils ont des organisations qui mettent des actions sur le terrain, qui sont toujours dans les parrainages d'associations, de cérémonies. Et c'est très important de le signifier à la nation ivoirienne. D'accord. Alors, comment donc pourrait-elle améliorer leur organisation pour que leurs doléances soient prises en compte? Il faudrait que les responsables de ce pays lorgnent plus vers les gens de la diaspora. Nous sommes sans ignorer que quand nous allons dans les structures de transfert d'argent, il y a des sommes colossales qui arrivent toujours. Ils font des investissements très importants. Ils sont en France. Je m'en vais, excusez-moi, j'aime utiliser ce genre d'expression. Je vais laver assiette, je suis médecin, je travaille dans le bâtiment et les travaux publics, mais je me débrouille, je gagne mon argent. J'achète une petite maison à Abidjan. Je fais des investissements. Quand j'achète une maison, il y a des maçons qui vont travailler. Ça, c'est des emplois temporaires. Quand je crée une petite entreprise, j'embauche des personnes. Et ça contribue à réduire le chômage. Mais pourquoi ne pas lorgner vers ces personnes, ces gens de la diaspora, pour créer une sorte de discrimination positive? Je vais m'expliquer. Discrimination positive, ça va créer beaucoup de trucs. Ils vont dire, mais nous, on est sur le terrain aussi également. Non, il faudrait créer un cadre légal pour les gens de la diaspora. Quand je viens, je quitte en France, je quitte en Micronésie, quand je viens en Côte d'Ivoire, il faudrait que je trouve quelqu'un à qui m'adresser, à qui parler, pour m'orienter. Je suis là-bas, je travaille, c'est dur sur le soleil, il fait froid. Je viens, je donne mon argent à quelqu'un qui va bouffer mon argent. Mais c'est clair, c'est compliqué. Les histoires, j'ai écouté une chanson de l'artiste Ce genre de cas-là sont vraiment légion. Hein, oui, il y a Molière même qui a... Même les membres de la famille sont prêts à vous arnaquer. Bien sûr, il y a Molière qui l'a dit de façon très éloquente déjà dans une de ses chansons Zouglou. J'avoue que j'aime le Zouglou quand j'ai écouté. Molière dit par exemple qu'il emmène son argent à son frère, qui lui fait des photos vraiment fallacieuses. Et puis je viens en Côte d'Ivoire, j'ai plus rien, je suis obligé de trimer. C'est compliqué. Il faudrait qu'on commence à regarder plus vers eux parce qu'ils ont un rôle considérable dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Une diaspora jeune. Généralement, c'est quand on a un diplôme qu'on va se chercher. C'est clair. Quand on ne trouve pas de travail ici, bon, il n'y a pas de solution. Au Burkina, au Mali, en Guinée, toutes les entreprises qu'on a, il y a plein de jeunes Ivoiriens qui sont dedans. Nous sommes très bien formés
pourquoi ne pas faire appel à cette éminence grise pour venir travailler en Côte d'Ivoire? Et moi, ce que je souhaiterais savoir, pourquoi est-ce qu'on encourage les Ivoiriens, sinon les Africains de la diaspora, à venir investir dans leur pays d'origine et qu'on ne les encourage pas à investir dans les pays hôtes? Pourtant, quand on constate ici, chez nous, je ne vais pas citer, on dit par exemple ceux-là, ah, ils sont bien, parce qu'ils investissent ici, ils prennent notre argent, mais ils investissent. Mais ce peuple-là, eux, quand ils ont l'argent, ils vivent ici comme des pauvres, hein, mais chez eux au pays, ils sont des riches. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là? Il y a un paradoxe, certes, mais vous savez, c'est un peu difficile. Hein. Quand ça ne nous arrange pas. Hein. Caroline, moi je peux pas, je vais en France. Alors quand ça nous arrange, il faut encourager. Non, mais il faut les encourager. Il y a une réalité qui est triviale. Hein. Quand on arrive, il y a de l'argent qu'il faut entrer au pays. Ils créent des emplois, ils trouvent des solutions à nos problèmes qu'on a sur le terrain. Par exemple, quand moi je suis en Europe, j'emmène de l'argent à mon petit frère, il se débrouille. Est-ce que ce n'est pas nous enfoncer davantage dans la pauvreté que de se dire que c'est eux qui vont nous ramener beaucoup d'argent? Ici, on a des ressources. C'est vrai qu'on nous appelle pays pauvres, pays sous-développés, je ne sais pas moi, PPTE, tout ce qu'on veut. Mais on a quand même des ressources ici. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on puisse peut-être compter sur leur expertise, qu'on puisse compter sur le caractère hybride de leur culture, pour pouvoir nous améliorer, que de demander forcément qu'ils puissent investir sur le plan financier, tout et tout. Je disais tout à l'heure... ça ne freine pas un peu leur élan? Je ne pense pas. Ils sont allés chercher une expertise, il faut qu'ils viennent au pays. Voilà, l'oiseau, il s'envole, comment il revient vers l'arbre, c'est clair. Voilà. C'est un langage très ivoirien. Voilà, très ivoirien. On m'a donné des instructions d'aller mollo, donc je vais mollo. Ils vont chercher, il faut qu'ils reviennent. Ils sont déjà formés à la base quand ils vont. Ils vont, naturellement, on dit que la connaissance est l'une des rares choses qui grandit quand on la partage. Ils vont trouver de la connaissance. Quand ils reviennent au pays, il faut qu'ils viennent montrer ce qu'ils ont appris à leurs frères. Et quand ils viennent, c'est des entreprises qui créent. Quand ils créent ce genre d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Ils créent de l'emploi, les jeunes frères du pays commencent à travailler. Et quand tu as 200 000 francs, tu peux prendre ton petit studio, quand tu as 20 ans, tu te débrouilles un peu, mais tu n'as plus besoin d'aller en Europe pour aller te chercher. Monsieur Kader Diarra-Souba, eh bien, nous sommes un peu tenus par le temps. Merci d'être venu sur le plateau. Ce sujet, on va le poursuivre. Je vous en prie, il est très intéressant. Si vous permettez, en 30 secondes, il y a 60% d'Ivoiriens en France. Dans le chiffre de la diaspora, ils sont 1 240 000, je vais pas dire, ils sont 1 240 000 personnes, 60% en France, 21% aux États-Unis, 8% en Italie, 8% en Grande-Bretagne, 3% au Sénégal. C'est des chiffres qui sont à revoir, hein, parce qu'il y a des personnes si vous en faites partie, n'hésitez pas à nous le dire. Hein, de toutes les façons, en faites partie également. On ne va pas vous obliger à venir investir. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Ça a été un véritable plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes Kader Diarra-Souba, conférencier et consultant en entreprise. Avec vous, on parlait donc des associations diasporiques et de l'investissement en Côte d'Ivoire. À la semaine prochaine pour la deuxième partie. Et c'est avec cette vidéo qu'on vous dit au revoir. Mais avant, numéro de téléphone. Numéro de téléphone, on peut me joindre au 08 17 2 x 51. 08 17 2 x 51. 17 51 08 17 51 51. Ok. Le seul et unique numéro. Merci encore. Merci beaucoup. Vidéo, on se retrouve.